Dans la première partie de cet épisode sur le vivre ensemble, on a surtout parlé de la définition de ce concept et des moyens d'apprendre à mieux vivre ensemble. Mais concrètement, ça ressemble à quoi un environnement où les gens vivent ensemble? Pour le découvrir, j'accueille Mélissa Boilard, directrice du groupe d'entraide Le Trait d'Union, afin d'expérimenter la vie en groupe, ses plaisirs et ses contraintes. Belle écoute! Mélissa, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast C'est dans ta tête. Mélissa, tu es directrice au Trait d'Union, un groupe d'entraide dont la mission va être d'accompagner et puis de soutenir les personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale. Donc que ce soit dans leur démarche d'intégration professionnelle, donc de l'aide à l'emploi, que pour de l'aide dans la recherche d'hébergement ou de l'aide au quotidien. Si tu as peut-être des choses à ajouter à ce niveau que tu voudrais mettre de l'avant pour ce qui a trait de vos services. C'est ça nos trois volets. En fait, l'aide à l'hébergement, on fait pas d'aide de recherche d'hébergement nécessairement. Par contre, on a des unités d'hébergement, nous, qui sont un édifice là à côté de nos bureaux, la maison Rotary. Donc, on a 10 résidents. Donc, on en a 6 permanents, 4 en transition, là, qui sont là pour une durée de maximale de 2 ans. Donc, on offre ce volet-là, là, si on veut, à nos membres là, en santé mentale. Et oui, on se veut un groupe d'entraide à la base. Et c'est de ça qu'on va parler là, un petit peu aujourd'hui. Et on a un volet qu'on appelle SDME, qui est le maintien, recherche en emploi là, également pour la même clientèle. D'accord, très bien. C'est assez varié. Puis c'est ça que j'aimais de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans notre podcast, c'est que des ressources, on va dire, qui fournissent de l'accompagnement ou de l'aide à la recherche d'emploi, la recherche d'hébergement, il y en a quand même beaucoup, on va dire. Mais ce que j'aimais dans le Trait d'Union, c'est justement vraiment cet esprit de communauté avec cette présence de milieu de vie où c'est ça, le vivre ensemble va être très présent. Puis j'imagine que il va y avoir des avantages puis des inconvénients là, dépendamment. Donc j'aimerais ça déjà t'entendre sur c'est quoi l'importance d'avoir un milieu de vie comme ça dans les communautés. C'est quoi les forces puis les bénéfices que les personnes qui côtoient ce milieu de vie vont pouvoir bénéficier. Peut-être que tu as eu des témoignages de personnes. Qu'est-ce que tu entends à ce niveau-là? Puis qu'est-ce que vous aussi vous remarquez? On aime bien t'entendre là-dessus. C'est vraiment de briser l'isolement, en fait. C'est beaucoup de nos membres n'ont pas nécessairement un réseau très, très grand autour d'eux. Donc, c'est vraiment de rassembler les forces de tout le monde, les intérêts de tout le monde et qu'ils se sentent utiles à quelque part, qui participent à quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, briser l'isolement, c'est ça aussi, là. C'est, oui, s'asseoir autour d'un café et jaser, mais c'est plus que ça aussi, c'est de participer, de contribuer à leur façon aussi. On a un volet maintien en emploi, comme on parlait tantôt, mais eux sont à l'emploi, on les voit pas nécessairement dans les groupes d'entraide. Donc, dans les groupes d'entraide, c'est des gens qui ne travaillent pas. Et on le sait que dans notre société, quand même, les gens peuvent se sentir exclus quand ils ne sont plus dans le milieu du travail parce qu'on se valorise beaucoup par le travail. Exactement. Donc, on essaye de compenser ça quelque part par autre chose, puis voir les forces de chacun et comment ils peuvent participer, en fait, à notre micro-société, si on veut, notre groupe d'entraide ici, mais à l'extérieur aussi. Hein, il y a d'autres partenaires, il y a d'autres ressources où on peut référer pour qu'ils trouvent leur place, en fait, là, dans l'univers, là, mais qui trouvent leur place, leur utilité. Donc, la participation de tout le monde, développer un sentiment d'appartenance, se créer un réseau de soutien aussi, entre eux et avec nous, parce que nous, on n'est pas toujours là. Hein? Le soir, les fins de semaine, on n'est pas là. Donc, le groupe d'entraide, c'est vraiment pour développer quelque chose entre eux aussi, pour qu'ils puissent avoir du soutien là à temps plein. Puis là, je parle du groupe d'entraide, mais pour moi, le vivre ensemble, c'est ça aussi, tu sais, en tant que société aussi, c'est ça, c'est trouver sa place, participer au meilleur de notre connaissance avec ce qu'on a comme outil, comme expérience aussi. Donc, les forces, c'est ça, c'est vraiment de se sentir accepté, de se sentir utile, de faire partie d'un tout. Donc, c'est vraiment ça, les bénéfices. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Il y a des défis face à ça. Quand on parle de c'est quoi les défis là face à justement la diversité des personnalités différentes au quotidien dans le groupe d'entraide, comment on gère ça? Au niveau du défi, ce que je mentionnerais, c'est peut-être que ça challenge à quelque part nos propres valeurs qui sont différentes. On a tous des expériences qui sont différentes aussi avec tel type de personnalité, tel type de comportement. Donc, on peut voir ça un peu comme peut-être une menace
la Ouais, différence. oui, c'est Mais vrai. ça l'est pas. Faut pas le voir comme ça, mais c'est sûr que des fois, ça peut rebuter un petit peu les gens. Mais c'est souvent de la méconnaissance aussi. Donc, c'est d'informer. Euh, Faut pas généraliser non plus. C'est souvent un manque de connaissance de l'autre aussi qui peut faire que la différence peut déranger. Donc, faut Puis, avoir la curiosité d'aller voir, puis poser des questions, puis d'aller finalement explorer un petit peu cette différence-là. Pas tout de suite l'arbuter, puis se dire non, non, je vais pas par là. ben pour moi, c'est la solution, c'est l'avenue, parce que au premier abord, ça peut nous rebuter. Puis une différence peut ne pas rien nous faire, puis une autre différence peut venir nous chercher. Fait que d'aller voir un petit peu plus pourquoi, qu'est-ce qu'il y en est, parce que l'autre on le changera pas. Hein? Puis la Non. différence va toujours être là, peu importe dans le milieu où on va toujours rencontrer des gens qui ont des valeurs, des comportements qui n'auraient pas fait comme nous. On est confronté à ça au quotidien, tout le monde. Là. Donc, comment on fait pour dealer avec ça? Je changerai pas la personne qui est devant moi. Comment moi, je peux changer mes réflexions La et perception. mon interaction avec cette personne-là? Donc, je pense que oui, à la base, c'est la connaissance, c'est la tolérance de s'informer, puis de faire un petit peu d'introspection aussi là pour voir pourquoi ça vient me chercher un petit peu. Il y a peut-être quelque chose aussi par rapport à moi que je dois remettre en question pour mieux interagir avec l'autre par la suite. Puis quand on se met à creuser, puis c'est ça qu'on fait un petit peu avec le groupe d'entraide aussi, tu te sens confronté par rapport à ça, mais pourquoi? Parce que peut-être que l'autre à côté ne l'est pas, l'autre l'est plus, l'est moins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, Euh, puis des fois j'ai l'impression quand tu parlais du rapport à soi là, justement que des fois on va pas aimer quelque chose chez quelqu'un, peut-être parce qu'on l'accepte pas chez soi. Tu sais, des fois je vois des personnes qui vont être, ça m'est déjà arrivé de voir une personne qui était jaloux de voir une autre personne qui était heureuse dans sa vie, qui entreprenait des choses, tu sais, qui prenait du bon temps. Puis l'autre personne, c'était plutôt du genre à être fou du travail, donc très investi dans ce qu'il faisait, à viser la performance. Puis à force de discuter avec elle, je me rendais compte que au fond, cette personne fou du travail, c'est comme si elle s'interdisait un petit peu des moments de répit parce que ça allait à l'encontre de ses valeurs de performance justement. Donc en étant finalement comme si cette personne interdisait à l'autre d'être ce qu'il est parce que au fond elle acceptait pas que elle aussi elle pouvait avoir ce désir de prendre du temps puis donc il y a un petit peu cet aspect là aussi oui à prendre en compte que c'est pas la différence de l'autre en tant que telle qui nous dérange, ça peut être quelque chose de plus profond qui fait qu'au fond de nous, on l'accepte pas. C'est pas la personne en tant que telle qu'on n'apprécie pas, ça va beaucoup plus loin que ça. Là. Donc oui, il faut aller creuser, il faut avoir la curiosité d'aller rechercher au-dessus de ça. oui, comme dans l'exemple ici, ben, la personne peut se sentir confrontée et remise en question, donc ça vient chercher quelque chose qui est peut-être moins agréable en Mm-hmm. dedans d'elle, mais c'est correct aussi. Puis la différence, c'est ça, c'est de nous donner certaines possibilité, en fait. On a été élevé d'une telle manière, on a eu telle expérience, donc on agit comme ça. 1 + 1 = 2. Par contre, quand je vois que 3, 4, 5 existent, qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent être bonnes, ben je peux choisir là-dedans finalement, puis c'est comme ça qu'on se crée une identité, puis c'est comme ça qu'on évolue, puis qu'on est plus dans le développement aussi, je pense, de voir justement qu'il y a d'autres choses qui existent que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, en fait. Donc, la différence, c'est bon, on prend des petits bouts de ce qu'on veut bien, puis on en laisse peut-être d'autres côtés qu'on pensait qu'il y avait juste une ligne droite puis que c'était acquis. On remet les choses en question, c'est correct. Mais au premier abord, effectivement, il y a des choses qui peuvent être confrontantes parce qu'on doit soi-même se remettre en question parce qu'on a un Mm-hmm. miroir devant nous ou qui peut nous refléter autre chose. Ouais, et puis c'est ça, faut se dire qu'en allant l'explorer, puis en étant ouvert d'esprit, ben ça va finalement nous ouvrir des perspectives qu'on peut ne prendre ou ne pas prendre, ou accepter ou pas accepter, mais dans tous les cas, ça nous ouvre vers quelque chose. Puis avoir cet état d'esprit ouvert, c'est finalement à force c'est un petit peu quelque chose qui se cultive comme un muscle, là, je dirais, la curiosité. Donc à force de pratiquer ça, la curiosité, d'aller au-devant des gens, ben on va finalement, ça va devenir un petit peu plus naturel. Là. On va avoir plus d'audace pour aller rencontrer quelqu'un. On va avoir plus de facilité à accepter les prochaines différences qu'on va pouvoir rencontrer par après. Puis plus de facilité aussi à accepter les imperfections. Parce que c'est ça aussi, comme tu disais, on vit dans une société où 1 + 1 = 2, où il faut pas trop sortir des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc,
je dirais que de pouvoir s'ouvrir comme ça permet de mieux accepter la différence, les imperfections, que ce soit au niveau de soi-même ou au niveau des autres, là. Oui, tout à fait. Puis est-ce que tu aurais justement des conseils que tu pourrais donner aux gens qui ont peur justement de vivre avec d'autres personnes qui seraient pas forcément tolérants ou qui auraient une inquiétude face à une différence particulière? Au quotidien, en pratique, en fait, c'est peut-être les gens qui ont peur, en fait, de cette différence-là, ben, qu'ils puissent le nommer puis de les rassurer. Puis c'est normal parce que ça vient confronter tout le monde. On est tous confrontés à un type de personnalité, de type de comportement qu'on ne tolère moins pour X raisons. Puis c'est normal. Faut pas qu'ils se sentent mal, par exemple, les gens non plus. Tu sais, on parlait de tolérance, tolérance envers nous-mêmes aussi, puis Mhm. envers les autres, là, tu sais, au premier abord pour accepter ça. Oui, puis j'aime ça que tu parles de tolérance envers soi-même, parce que justement, est-ce que pour bien vivre ensemble, cela ne demande pas d'abord de s'accepter soi-même? Donc, de pouvoir vivre avec ce que l'on est, de façon à pouvoir être plus tolérant ou accepter plus facilement la différence de chacun. Je Donc, il pense faut... qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'acceptation. L'acceptation, c'est un processus de toute une vie. Accepter toutes les parties de nous-mêmes, c'est difficile. Tu sais, au niveau de la santé mentale avec nos groupes, ben on est vraiment dans ce travail-là. C'est des gens qui ont dû faire beaucoup de deuil au cours de leur vie, des deuils de certaines capacités qu'ils avaient, qu'ils n'ont peut-être plus non plus. Donc l'acceptation est difficile. Mais c'est pas le but nécessairement. Ben, on tend vers ça, Ultime, mais c'est ça, mais je pense ultimement, que oui. juste de bien se connaître, c'est déjà beaucoup. De reconnaître, en fait, d'avoir de l'introspection, se remettre en question, d'aller chercher, curiosité, de voir qu'est-ce qu'il y en est là, de ce côté-là. Plus on se connaît, plus on peut ajuster nos réactions aussi, on peut prendre du recul, réfléchir, s'informer, revenir. Donc, je pense qu'il faut quand même se connaître nos limites, nos forces, nos faiblesses, mais sans nécessairement s'accepter à 100% parce que je sais pas, tu sais, s'il y a des gens qui s'acceptent à 100%. Oui. Et puis, dépendamment de ce qui se passe dans nos vies, il y a des moments où on va plus ou moins s'accepter parce qu'on a plus ou moins bien réagi, mais c'est ça. Mais c'est un peu comme si pour pouvoir vivre ensemble avec les autres, il fallait déjà pouvoir vivre avec soi-même, là, finalement. Et moi, je vois ça un petit peu comme on voit qu'on est capable d'être simplement la personne qu'on est, là, en s'acceptant, en essayant en tout cas du mieux qu'on peut d'accepter toutes les facettes de nous-mêmes. On va être plus à même de pouvoir permettre aux autres aussi d'être ce qu'ils sont. Parce que si moi je m'exprime, comme on disait là, on est beaucoup dans un esprit dans notre société où il faut être conforme à ce qu'on va dire de normal là, entre gros guillemets. Mais au final, à rentrer dans ce moule-là, ben, ça arrive qu'à la fin, tout le monde va t'aimer, mais pas toi-même. Tu sais, a pas vraiment d'intérêt là. Au final, sur le long terme, tu vas pas être heureux là si tout le monde t'aime pour quelque chose que t'es pas. Moi, j'ai envie de te dire, je préfère être aimée pour ce que je suis réellement et même détestée pour ce que je suis plutôt que d'être aimée pour quelque chose que je suis pas. Donc, je pense qu'il faut arriver à concevoir ça et puis à dire que plus on va avoir de facilité à partager, parce que c'est ça dans la vie, on partage plus nos ressemblances que nos différences. Donc plus on va, comme tu dis, essayer d'accepter nos différences, on va plus laisser la place aux autres, le pouvoir de l'exprimer. Mais ça peut être compliqué là, dans un monde où les différences sont montrées du doigt. J'imagine que justement au trait d'union, où des fois il y a des personnes qui vont venir avec peut-être une problématique. Est-ce que justement ils viennent avec ce regard là où ils ont l'impression qu'on les montre du doigt, puis que c'est ça qui peut des fois les empêcher à s'accepter, pas parce que eux ils y arrivent pas, mais parce que finalement à l'extérieur on montre leurs différences du doigt, alors qu'au fond c'est aussi ce qui les rend uniques là. Donc on peut dire que c'est quand même une richesse là d'avoir des différences. Donc comment est-ce que ils arrivent à pallier avec ça, avec le regard des autres? C'est difficile. C'est sûr que quand ils arrivent ici, on n'est pas une première ligne, on est vraiment un organisme, une ressource d'entraide. C'est sûr qu'il y a souvent un certain cheminement qui a été fait aussi. On a des gens là plus après la quarantaine, là, donc ils ont certaines quand même beaucoup d'expérience. Euh, mais c'est sûr que c'est ça, l'acceptation est difficile. Par contre, c'est des gens qui reconnaissent
leurs problématiques, sont pas obligés d'être ici, ils sont ici sur une base volontaire. Ils veulent continuer, ils veulent améliorer, ils veulent travailler sur eux-mêmes. Ça demande du courage. C'est déjà, Oui, faut une déjà. certaine reconnaissance aussi de la problématique, qu'il leur manque quelque chose. Mais c'est sûr que oui, c'est du monde qui ont eu des diagnostics par un, par l'autre, qui ont eu des suivis tout le temps, par exemple en santé mentale. Ils peuvent avoir fait plusieurs groupes aussi, plusieurs médecins. Donc, je pense qu'il se voit vraiment comme un diagnostic. Donc, il faut sortir de là. Donc là, l'approche alternative en santé mentale, c'est ça. C'est l'individu qu'on a devant nous. Ce n'est pas un diagnostic. Maladie, oui. Et on mise sur les forces. Et quand on parle de différence, ben on mise sur les ressemblances et non sur les différences non plus de diagnostic ou peu importe. Là, on voit que la personne dans son intégralité et on va travailler vraiment sur les forces parce que tout le monde en a. Puis tout le monde a des ressemblances avec tout le monde aussi. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à les mettre ensemble et que ça fonctionne bien. Et d'arriver vers une acceptation de leur situation, faire des deuils qui n'étaient pas faits encore. C'est comme ça qu'on réussit à avancer. Il faut y aller par la positive, là, finalement, mettre le doigt sur les choses qui sont positives en nous plutôt que de mettre l'accent sur ce qui est plus négatif, parce que sinon, c'est pas comme ça qu'on avance. Non, puis je pense que ça, c'est vraiment du ressort des organismes communautaires. C'est sûr que notre système de santé, comment il est fait là, globalement, c'est on réagit à une problématique qu'on voit. Donc, on voit quelque chose, on est en réaction à, on va le régler ou on va t'envoyer consulter ou prendre de la médication. Mais ces gens-là ont besoin de, quand on parle de sortir du diagnostic puis de voir la personne dans son intégralité, c'est que c'est pas toujours, comment ça va, puis c'est quoi tes forces, puis faut-tu retourner à l'école ou au travail, ça va-tu t'aider à te maintenir? Là, on a un diagnostic, on le règle comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des alternatives autour aussi du système médical pour aller changer un petit peu la donne, parce que les gens qui ont passé dans tout ce processus-là, souvent, c'est ça, ils ne se voient que comme un diagnostic. Puis ça, c'est dommage parce que des fois, avec du recul, on peut se rendre compte que nos différences, ça peut nous rendre plus riches. Puis justement, j'aimerais ça t'entendre sur en quoi la diversité, pour toi, ça peut être un atout. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Je commencerai par dire un petit peu ce qu'on a mentionné tantôt. La vie, c'est pas une ligne droite, elle est pas uniforme non plus. On va être confronté tôt ou tard à des processus, des comportements qui sont différents. Donc, d'apprendre à vivre avec en petits groupes va leur permettre éventuellement de vivre avec cette différence-là, cette confrontation, ce malaise qu'ils peuvent avoir là, en société aussi. Il y a personne, on est tous uniques. On n'est pas pareil, on trouve pas personne pareil comme nous autres. Donc, faut apprendre aussi à vivre avec ça. Ce que ça peut nous apporter comme atout, c'est apprendre de nouvelles choses, comme on mentionnait, apprendre de nouvelles pratiques aussi. Quand je parlais de possibilités, de choix, on découvre des choses ensemble avec la diversité. Notre vécu nous a appris à fonctionner d'une telle manière. Par contre, en interrelation avec d'autres personnes, c'est ça, on rajoute des outils à quelque part aussi pour se débrouiller, pour cheminer. En se basant sur d'autres façons de vivre ou d'autres des personnes qui peuvent avoir vécu peut-être pas forcément le même événement que nous, mais des choses similaires ou la façon dont lui va s'être sorti de ça qui peut nous être bénéfique finalement, peu importe la situation. Là. Comme là, ce qu'on vit actuellement, on va avoir développé des choses qui vont avoir renforcé notre capacité à résister à des stress ou être plus résilient. Donc ça, c'est toutes des choses finalement qu'on va pouvoir réutiliser à l'avenir dans d'autres situations, que ce soit plus ou moins conséquent. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Ça permet de travailler sur soi, comme on mentionnait. C'est positif aussi, c'est d'avancer, c'est d'évoluer. Donc la différence, ça peut être bien. C'est une façon, comme bien des choses, c'est une façon de percevoir les choses. On peut le voir comme une menace, on peut le voir comme quelque chose de nouveau, de challengeant, mais qui peut être challengeant positif aussi. Mais c'est ça, plus on va vivre finalement derrière un masque là, puis pas montrer notre vrai visage, moins on va être apte à montrer nos différences puis à les accepter en retour. Donc je pense que plus on va accepter
d'enlever le masque puis de montrer notre vulnérabilité parce qu'on finalement on est tous humains, on a tous des, même si des fois on se montre fort, mais on est tous fragiles puis vulnérables là, peu importe qui on est, que ce soit un homme, une femme là, un adulte ou un enfant. Donc je pense que plus on va oser montrer nos vulnérabilités, plus les gens vont être ils vont être sensibles à ça finalement. Donc si tu montres tes vulnérabilités, j'aime à dire que on va pas te marcher dessus là, on va essayer de t'aider, on va être aimant, enfin on va essayer de t'apporter, puis finalement ça va amener la personne à montrer aussi lui sa vraie nature, puis finalement c'est dans ces moments-là que il y a plus de différence là, on s'intéresse plus aux différences, on s'intéresse à l'individu en tant que tel. Oui, puis ça, c'est important aussi parce que oui, euh, souvent les gens, comme les membres qui vont fréquenter notre organisme, on veut tout pas vraiment montrer notre vulnérabilité, là. On veut être le plus fort possible. On veut se conformer aussi à certaines règles, là, qu'elles soient Ouais. écrites ou non écrites, là, mais on veut rentrer dans le moule. En fait, on veut être accepté, on veut être aimé, puis c'est comme ça. Par contre, Mhm. on se rend compte que quand on ouvre, et là, quelqu'un va s'ouvrir sur quelque chose, va se montrer vulnérable sur quelque chose, et là, t'en as 8 qui vont lever la main puis qui vont dire, ben, on a tous vécu ça, ou de façon différente, mais nous aussi, mais je vous l'avais pas dit pour X raisons. Donc, on se rend compte que finalement, on n'est pas tout seul, là. Et Mm. ça peut devenir rassembleur, ou j'ai pas vécu ça, mais j'ai vécu autre chose, et je comprends quand même ce que tu as La vécu, on est situation. dans la compréhension, on est ça aide à l'acceptation. Quand on dit se rapprocher le plus de l'acceptation de soi, ben de voir que finalement on n'est peut-être pas tout seul, puis on peut le dire, ça se Ouais. verbalise et on peut travailler là-dessus après, ne pas se cacher, porter un masque, ben c'est pas nécessairement aidant, mais je comprends que c'est une forme de protection pour bien des gens qui, surtout ceux qui l'ont peut-être eu un petit peu plus difficile, mais Oui, c'est sûr. faut enlever ça, il faut passer à travers ça, ce masque-là, cette carapace-là, et faut s'ouvrir. Mais oui, en étant avec du monde qui accepte la différence, qui parle de leur différence, ben ça amène des témoignages, ça amène de l'ouverture des autres aussi. C'est comme ça qu'on peut avancer. Donc finalement, faut oser ouvrir le dialogue, mais c'est ça, faut aussi trouver les bonnes personnes à qui le dire, qui vont justement être des personnes bienveillantes, qu'on sait que quand on va leur expliquer ça, ça va être bien accueilli, puis qu'on va pouvoir en parler ouvertement sans être jugé. D'où l'importance d'aller développer un réseau, une communauté avec des gens où on se sent bien, où on se sent comme on a un sentiment d'appartenance un peu. Moi, je vois des milieux de vie comme ça, des communautés où c'est à la fois un refuge mais en même temps un milieu d'épanouissement, on va pouvoir s'exprimer. Donc c'est important d'aller cultiver ça pour pouvoir, pour toutes les raisons qu'on vient d'aborder. Oui, et c'est pour ça qu'au niveau des intervenants, de l'intervention, c'est important d'être à l'écoute, puis que quand ça sort, d'être capable de le recevoir, un lien aussi entre l'intervenant et les membres entre eux aussi, le respect, de faire attention aussi parce que c'est des gens qui ont peut-être été rejetés de nombreuses fois. Donc, un rejet ou une écoute qui est pas active va peut-être mettre un frein à une évolution aussi. Donc, il faut vraiment être à l'écoute, être sensible, en fait, là, à ce genre d'ouverture-là, d'acceptation-là, de différence-là, justement, pour pouvoir travailler avec eux sans briser le lien, puis être plus efficient, Mhm. en fait, dans nos interventions. Mhm, tout à fait. Puis ça, j'imagine, ça peut se faire de différentes façons, là, où ça se fait en discutant, mais est-ce que des fois, ça peut être d'écrire, tu sais, d'écrire une lettre qu'on va envoyer, il y a des personnes qui vont pas forcément être à l'aise de faire le premier pas, d'aller toquer à la porte, puis d'aller dire, hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on soit là pour moi. Donc, est-ce que toute forme, on va dire, d'intervention est valable et puis est encouragée, là, je dirais? Oui, parce que effectivement, ils sont différents, les besoins sont différents, leurs forces sont différentes. Pour certains, écrire, c'est difficile. Pour certains, parler directement, c'est difficile. Donc, quand ils envoient une lettre, un courriel qui communique avec nous par la page Facebook, etc., ben, il doit avoir un suivi, puis on doit le faire parce que sinon, ces gens-là, on n'aurait pas d'interaction avec eux. Fait qu'il faut que nous aussi, on adapte en fait nos interventions à la personne qui est devant nous. Et
nous ici, on a quand même une grosse équipe, là. On est 9, donc j'ai plusieurs intervenants, mais ça peut arriver qu'il y ait plus d'affinité ou qu'il y a une personne qui il va approcher un intervenant ou moi qui est à la direction et je ne suis pas intervenante de formation, mais le lien est là, donc on essaie d'être quand même flexible, de s'adapter à nos horaires, même si c'était pas nous qui étaient là ou qui avait ces tâches-là, ben qu'on soit quand même c'est ça, flexible. Présent pour la personne. Oui, parce que on veut la recevoir le mieux possible, puis c'est toujours une question d'affinité pour X raisons. Puis des fois, on comprend pas pourquoi c'est plus un que l'autre. Éventuellement, on va le comprendre, mais il faut l'écouter, la personne. Puis c'est pas nécessairement des rendez-vous de 1 heure et demie à 2 heures dans le bureau que c'est là que ça sort, là, non plus, là. Autour d'un café. Oui, le midi, en dînant avec eux, moi, je fais de l'aménagement paysager dehors. Il y en a qui sortent, on jase ensemble, tu sais. C'est ça. Faut s'adapter. Faut s'adapter, faut être alerte, puis il faut comprendre comment ça fonctionne Mhm. pour bien intervenir. Puis ça vient à me demander, est-ce que justement l'avènement des réseaux sociaux, ça a comme changé la fréquence, la fréquentation de milieux comme ça, de vie, de la communauté, du fait que les personnes qui seraient moins à l'aise justement d'aller d'aller rencontrer des gens là, que ce soit c'est ça, peu importe la personne, mais est-ce que finalement ça a pas comme empêché le désir de sortir, de dire oh ben je vais y aller avec la facilité, je vais parler sur les réseaux et puis tu sais est-ce que on voit Non, une différence? on l'a vu avec l'arrivée en fait quand on a été restreint dans nos milieux respectifs avec à cause de la pandémie. Mhm. On a essayé de mettre des choses en avant-plan, en fait, avec la page Facebook, avec de côté virtuel, là, pour quand même garder un contact avec les membres. Puis de notre côté, je sais qu'il y a des organismes que ça a très bien fonctionné, que ça a été positif, qu'il y a eu de la participation. Nous, on n'en a pas eu de ce côté-là. C'était vraiment les contacts téléphoniques qui fonctionnaient bien et les Okay. contacts physiques. Ben, quand on venait ici à la ressource, moi, je venais quand même là, à mon bureau, ben, je pouvais voir des gens à l'extérieur, qui est en hébergement, et jaser avec eux autres parce qu'ils ont besoin de socialiser. Et ce besoin-là n'était pas comblé par les Par réseaux le sociaux. virtuel. Mhm. Pour certains, c'est plus facile par écrit, fait qu'ils vont passer par là, mais souvent, c'est directement pour parler avec l'intervenant, pour transmettre un message. Ça va pas nécessairement plus loin que ça. Plusieurs n'ont pas de matériel de communication autre qu'un téléphone, non plus, pas nécessairement accès à Internet, pas nécessairement non plus le désir, en fait, peut-être d'apprendre là, comment ça fonctionne sur Internet et les réseaux sociaux. Plusieurs ne le sont pas. Donc, ça n'a pas tant changé la donne. Là. Nous, de notre côté, on voit que c'était vraiment en présence ou par téléphone minimalement. Là, c'est vraiment ça qui a En permis lien. de créer un lien avec ces gens-là. Ah, c'est ça aussi le vivre ensemble, c'est qu'on a besoin de chaleur humaine là. On est quand même des êtres sociaux, donc on a ce besoin d'être au contact finalement des personnes, puis physiquement là, pas juste à travers le Wi-Fi là. Effectivement, puis c'est difficile là au niveau de pas trop de monde en même temps dans le même local, rester à 2 mètres, sinon on va aller dehors, mais il faut respecter. Oui, Il y avait tout le goût de se prendre dans le bras, eux autres, quand ils se sont vus la première fois, là, mais en c'est revenant de ça. la pandémie, là. Donc, là, c'est là où on fait preuve de souplesse. On a quand même des règles à respecter. Fait qu'on a réouvert assez rapidement dès qu'on a pu, ne serait-ce que pour les voir dans le stationnement ou à deux, trois dans des pièces en respectant là, les règles de la santé publique. Mais c'était important pour eux, puis on le voyait le besoin. Ben oui, j'imagine. Puis justement, dans des conditions extrêmes comme ça, comment est-ce qu'on favorise un vivre ensemble harmonieux, on va dire, parce que on est à la fois confronté à deux positions opposées où on doit d'un côté respecter les règles à la lettre pour pouvoir se protéger, où on peut des fois être justement un petit peu plus agressif face au comportement des gens, être moins tolérant vis-à-vis de ce qui se passe. Donc, et puis de l'autre côté, ben on a cette envie de contact, d'aller au devant des gens, comme tu dis, d'aller enlacer les personnes qu'on apprécie. Donc, c'est quoi les conditions là, de façon générale, puis comment vous vous êtes adapté à la situation pour pouvoir
finalement adopter des bonnes pratiques de vivre ensemble où tout le monde essaye de s'accepter malgré la situation. De ce côté-là, c'est assez bien été. C'est sûr qu'il y a des gens, il y a des membres qu'on pouvait voir avant qu'on n'a pas nécessairement revus encore. Je crois qu'au niveau des règles, de la façon de faire, où il y a une certaine peur aussi de la maladie, mais on ne les voit pas. C'est les contacts téléphoniques avec ces gens-là. Ceux qui viennent, ils sont à l'aise de venir, de voir des gens. Donc, ceux qui sont ici sur place, on n'a pas eu beaucoup là à faire de la médiation ou de revoir avec eux. Tu dois respecter, lui veut le masque, toi tu le veux pas. On a des règles, tout le monde s'est adapté assez facilement. Là. On a compris en fait le compromis là, qu'on faisait à quelque part. Mais c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde cette façon de faire là non plus. Mais eux, on les voit pas nécessairement à notre ressource actuellement. Mais c'est ça, ceux qui viennent, c'est déjà une chance de pouvoir se retrouver, de pouvoir être ensemble. Donc c'est ça force finalement à respecter, à se respecter là, puis à accepter de vivre avec la nouvelle réalité. Mais oui, parce que ce désir-là est fort. Oui. On est resté quand même plusieurs semaines là, confinés à la maison à pas pouvoir sortir, puis ça laissait des traces là. Les gens avaient vraiment hâte de voir du monde, de revenir. Des gens qui habitent seuls, souvent, donc habitent pas avec leur famille immédiate ou leurs amis, donc ont dû vraiment rester seuls ou presque, là, avaient vraiment peu d'interaction. Comme on mentionnait, certains n'avaient pas d'ordinateur, n'avaient pas d'internet, donc difficile de rester en contact non plus comme on fait là par Zoom, etc. Donc c'est ça, le besoin était vraiment là quand on a pu sortir de nos maisons là et Puis ça m'intéresserait de savoir c'est quoi les gens quand ils viennent là pour vivre en communauté, c'est quoi qu'ils recherchaient le plus? Est-ce que c'était juste de voir du monde, pouvoir jaser? Est-ce que c'était comme tu disais c'est un endroit aussi où on vient pour se rendre utile, pour contribuer à la communauté. Donc c'est quoi c'est ça la chose qui revenait le plus souvent de pourquoi ils avaient envie de retourner dans cet endroit? le contact humain. Socialiser, juste de jaser, pouvoir exprimer à voix haute ce qu'ils ressentent, comment ils l'ont vécu, c'est quoi leur peur. Souvent, ils restaient avec ça, mais il y avait personne pour le verbaliser. Donc, l'hamster tourne pendant ce temps-là, puis c'est pas nécessairement plaisant. Donc, juste de pouvoir en parler, qui voient ensemble, qui ont tous un petit peu les mêmes craintes aussi, puis en même temps, ben, on dédramatise, on informe aussi, parce que là, ce qui arrivait, c'est que ces gens-là, ben là, c'est le journal, puis c'est les nouvelles. C'était pas super positif, là. Non, c'est sûr. Donc, et on a beaucoup d'informations qui bombardent de partout, puis c'est souvent plus catastrophique que ça l'est réellement. Tu sais, la couverture médiatique là, était quand même très lourde pendant la pandémie. Tu sais, qu'on parle de mort, de ce qui se passe ailleurs, c'est même pas ici, mais ça fait juste que ça a l'air très, très gros et en plus, alors qu'on a été plus ou moins touchés. Donc, ce bombardement d'informations négatives, là, c'était la seule information qu'ils avaient aussi. Il y avait personne pour leur dire ou ils lisaient pas nécessairement des journaux autres que le Journal de Québec, des journaux alternatifs ou des revues ou des livres qui auraient pu leur emmener une autre peut-être perspective, ben c'était pas nécessairement le cas. Donc tout ce qu'on avait, c'est ça. Donc c'est ça qu'il fallait aussi réinformer, dédramatiser, puis dire qu'en même temps le sentiment est normal. Il est tout à fait normal. On l'a tous vécu à différents degrés. Mais là, on est rendu dans une nouvelle phase, puis on avance. Mais juste de le dire puis de le sortir, là, je pense que ça fait une grande différence. Puis de voir que les autres vont bien. Tu sais, on voyait de l'inquiétude aussi parce qu'ils sont habitués, sans le dire, là. Oui. À être tout le monde ensemble puis de se voir, tu sais, nos réguliers, là, qui sont souvent... Donc, on avait souvent, quand on avait des appels téléphoniques, est-ce que lui va bien? Est-ce que ça va bien? On avait une certaine inquiétude aussi. Tu sais, j'ai pas eu de nouvelles, je sais pas comment le rejoindre. C'est pas des gens qui s'appellent nécessairement, mais ils se voyaient tous les jours, du lundi au vendredi. Ouais, c'était le rendez-vous.
on a comme vu un réseau d'entraide qu'on avait moyennement vu avant, tu sais, en dehors. Euh, Mhm. euh, les gens pouvaient se rencontrer dans la rue, se jasaient, ils nous donnaient des nouvelles de l'autre quand on l'appelait parce qu'il l'avait vu au dépanneur. Ça a permis de faire des interventions aussi. Il y a comme une toile d'araignée là qui s'est C'est tissée tissé. entre les intervenants qui faisaient les appels téléphoniques, les membres entre eux aussi, qu'on n'avait pas nécessairement Auparavant. Puis, constaté, du moins, ou peut-être que ça s'apprêtait moins parce qu'ils se voyaient ici à tous les jours. Et là, il y a comme d'autres moyens là, qui se sont mis en branle les échanges de numéros de téléphone, etc., là, pour mhm, qu'ils puissent se contacter, se donner des nouvelles. Fait que ça, c'est positif c'est dans... ça. J'allais dire finalement dans la situation plutôt négative, ça a comme créé des choses vraiment merveilleuses puis positives qui vont, je l'espère, pouvoir perdurer à long terme là aussi. Puis, Oui. est-ce que tu as vu justement des créations de liens comme ça avec des gens qui auparavant se côtoyaient pas, même s'appréciaient pas forcément, tu sais, puis que finalement là, de vivre ça, ça les a comme rapprochés ou changé un peu le regard face à la personne? Ou est-ce que habituellement ils sont peut-être tous bien ensemble? Ouais, ben, ils sont pas tous bien ensemble tout le temps non plus. Il y a des irritants, il y a des moments où c'est plus difficile. Mais en revenant, est-ce qu'il y avait plus de tolérance? Peut-être. Peut-être, oui, qu'il y avait plus de tolérance quand on a réouvert ou on était prêt à faire un peu plus peut-être de compromis. Mhm. Parce qu'on voulait tellement voir des gens participer aussi au groupe et tout ça que peut-être que les petits irritants qui nous irritaient avant l'étaient peut-être moins à On ce les a mis moment-là. de côté. Le désir de se voir était de socialiser, de voir les intervenants était tellement fort qu'on a peut-être laissé des petites chicanes ou des choses de côté. Mais nous aussi, hein, ça nous apparaît loin là ce qui s'est passé avant la Ouais, pandémie. c'est vrai. On est ailleurs totalement. Et donc je pense qu'ils ont vécu un petit peu la même chose aussi là. Ça a changé la donne là quelque part. Ça a changé ça, ce qui était pertinent avant, les plus nécessairement maintenant. Ça a Actuellement. changé notre façon de vivre puis de voir les choses aussi. Donc oui, je pense que ça a changé quelque chose pour eux aussi. Hmm. Puis j'espère que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, là, tu sais, que ce soit pas juste momentanément en ce moment, mais que ça change justement une façon plus globale de se dire, mais c'est ça, au final, on a tous vécu la même chose, on a tous vécu les mêmes galères plus ou moins, là, d'autres plus que Oui. d'autres, mais on est tous pareils, on est tous fragiles, donc ça donne, ça redore un peu ce sentiment d'appartenance, puis de vouloir contribuer au vivre ensemble, qu'on connaisse ou pas les personnes d'ailleurs, là. Mhm. Mm. Oui. Puis, bah, j'aimerais ça t'entendre. Oui, est-ce que tu m'as dit les conditions, les bonnes pratiques que vous adoptiez au quotidien pour le vivre ensemble? T'avais-tu des choses à ajouter à ce niveau? Pas nécessairement. C'est sûr qu'au niveau des bonnes pratiques, il y a quand même un code de vie à respecter. À respecter dans notre groupe d'entraide là, quand on rentre au trait d'union. On se disait parce que et on a réfléchi à ça en équipe à cette question-là. C'est pourquoi on a un code de vie. Là? On accepte les différences, on veut pas les mettre dans un moule, mais de l'autre côté, ça prend quand même, on se dit quand même une obligation quelque part morale d'avoir une certaine règle parce que le respect aussi doit être de part et d'autre. Puis si on veut les accepter, les différences, on va accepter tout le monde, ben ça prend quand même un certain code de vie parce que bon, hein, notre liberté s'arrête où celle de l'autre commence là, tu Oui, sais. c'est vrai. Donc Faut mettre des limites, là. ben c'est ça, c'est ça. Donc on a revu un petit peu notre code de vie là, de cette façon-là aussi là, parce que le respect de l'autre, le respect de soi-même aussi là, c'est vraiment important. Euh, Sinon, comment on intervient à ces moments-là avec nos membres? Ben, garder en tête que l'autre personne a son propre vécu, ses propres valeurs qui sont pas moins bonnes, elles sont juste différentes. Donc, de ramener aussi ça de ce côté-là, l'ouverture d'esprit, qu'on n'est pas obligé d'être d'accord non Mhm. plus, mais on peut le comprendre, on peut l'accepter sans être d'accord avec le comportement ou la valeur qui est prioritaire pour l'autre, alors que nous, est en cinquième place, là. Mais de travailler sur cette acceptation-là, le lâcher prise, les compromis. Des fois que ça peut être difficile, mais de travailler là-dessus. La tolérance,
l'autocritique aussi, de se positionner, de se questionner, que c'est normal, qu'ils le verbalisent, qu'ils le disent, qu'ils sont pas à l'aise aussi, un pépin. C'est correct, on veut le savoir, puis Faut se on parler, il faut se dire les choses, là-dessus. Oui. mais il faut le dire d'une certaine manière où on va pas accuser la personne, mais plus dans un esprit de dialogue ouvert, là, où on veut comprendre la personne, comprendre pourquoi tu penses comme ci, pourquoi tu agis comme ça, mais pas en pointant du doigt et en disant ça j'aime pas ça, tu le fais plus. C'est Ben, ça, c'est dans c'est un ça, et c'est là où les bonnes pratiques avec l'intervention vont entrer aussi. C'est de la façon, oui, tu peux l'exprimer, tu l'exprimes à l'intervenant, mais après ça, on va revenir avec la personne et là, il y a une façon de le dire, par contre. Donc là, on va travailler certains points avant de faire un retour, là, avec l'autre personne aussi. Hmm. Bah merci, ça fait bien le tour. Puis toi, c'est quoi tes astuces que tu mets en place au quotidien dans la vie de tous les jours? Parce que, tu sais, on a beau être tolérant, je sais pas toi, mais moi, admettons, je suis tolérante ou je suis assez patiente, mais il y a des fois, mais je suis mal prise, je vais être plus stressée, plus fatiguée, puis ça peut arriver que il y ait des gens, je me mette à les juger ou à les critiquer sur le moment. Puis, tu sais, c'est quoi dans ces moments-là, toi, c'est quoi les petites astuces que tu pourrais donner aux gens de qu'est-ce que tu fais pour essayer de te remettre dans le droit chemin pour mieux vivre ensemble avec les gens qui t'entourent? Ben, je pense que c'est de pas trop réagir impulsivement. Tu sais, de le ressentir, ça c'est normal, mais on peut le garder pour soi. On peut l'extérioriser plus tard aussi, ou à une personne qui est pas la personne à qui on veut refléter quelque chose qui nous agace là sur le coup. Prendre un petit peu de recul et voir qu'est-ce qui nous atteint, qu'est-ce qui vient de me déranger. Et souvent, on va se rendre compte que c'est même pas la faute de l'autre personne, là. C'est nous que ça nous reflète quelque chose, mais la personne, elle est comme ça, je peux pas y faire grand-chose. Puis Euh, souvent, ça fait appel à un besoin qu'on a profondément. Tu sais, ça vient interférer à un besoin. Je sais pas, si je m'en vais dans un parc pour lire un livre parce que j'ai besoin de calme, puis que j'ai des enfants qui se mettent à jouer et à crier, ben ça se peut que sur le coup, j'ai envie d'aller leur dire baisser d'un ton, mais finalement, c'est pas tant eux qui sont dérangeants, c'est plus que moi à ce moment-là, j'avais besoin de calme, puis ben il s'avère que mon besoin n'a pas été respecté, donc c'est pour ça que ça me met en rogne, puis que je me sens plus. Mais c'est ça, faut apprendre à ressentir son émotion sur le moment, puis arriver à faire la part des choses entre ce que moi je ressens au fond, puis pourquoi ça m'atteint, puis arriver à le dissocier du comportement de la personne. oui, et cette famille-là ont peut-être une expérience, un vécu, ont peut-être été super calmes toute la journée. Maman fait l'école à la maison et là, c'était une demi-heure où il y avait pour lâcher leur fou au parc. Oui, Et à un moment donné, se mettre à la place de l'autre aussi. Cette famille-là était pas problématique. C'est ça, non, non. elle avait juste des besoins différents, en fait, d'une autre à ce moment-là. Donc, et là, fait qu'on rationalise comme ça, ben là, on comprend, puis finalement, ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais. Mhm. Et on peut en parler avec quelqu'un, ça arrive 2, 3, 4 heures plus tard, on dit, mon Dieu, j'ai donc réagi sur le coup rapidement, puis c'est vraiment venu me chercher, mais là, je t'en parle, puis finalement, je trouve que c'est vraiment pas pertinent, finalement, comme Non. événement, puis je sais même pas pourquoi j'ai réagi. Fait que c'est sûr que prendre du recul puis pas y aller impulsivement, on va sauver bien des tracas. Et se Oui. poser la question à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Euh, Puis c'est ça, je pense que plus on connaît nos besoins, plus on a confiance en nous aussi, ben moins on va se sentir confronté puis dérangé par les autres, là. On va Mhm. dire, ben regarde, mon livre, je vais le lire à une autre place, je vais juste me déplacer, puis c'est tout, là, au lieu Oui. de réagir et de crier, là, tu sais, ce qui est pas nécessairement la La bonne bonne méthode. chose à faire, oui, parce qu'au final, il y a que nous qui pouvons répondre à nos besoins. Faut pas attendre des autres qu'ils le fassent pour nous, d'autant plus d'une personne qu'on connaît pas du tout. Tu sais, elle connaît pas notre expérience, elle connaît pas notre vie, donc c'est ça qu'il faut garder en tête, de pas attendre que ce soit les autres qui s'abaissent à nos désirs là finalement, mais c'est à nous d'y répondre. Puis si on n'est pas capable de le faire dans le moment présent, bah, d'essayer de trouver d'autres solutions, d'autres stratégies pour pouvoir le faire. Comme tu dis, là ça peut être d'aller prendre une marche ailleurs, puis de se mettre à un autre endroit pour aller lire le livre. C'est Mhm. ça, parce que l'autre personne ne peut pas le savoir. Là, on parle ici de deux personnes qui se connaissent pas, mais même quand on se connaît, si on ne le verbalise pas, souvent on reproche des choses à l'autre dans notre tête, là, de pas avoir compris notre besoin, mais Mhm.
sais, c'est pas si simple que ça, là. Il faut le dire, il faut le verbaliser. L'autre personne n'est pas comme nous. Donc, pour nous, ça nous semble évident que c'était ça notre besoin, mais ça ne l'est peut-être pas pour l'autre. Alors, communication, communiquons, et ça va aller Ça va beaucoup. aller beaucoup mieux. Puis de façon non violente, puis c'est ça, en essayant, en ayant l'idée qu'on veut prendre soin de nous, puis qu'on veut pas attaquer les autres. Bon, bah, c'était vraiment intéressant de jaser de ça avec toi, là. Ça fait plaisir de voir de belles initiatives comme ça, puis on sent qu'il y a eu de la réflexion, donc c'est ça qui était intéressant, là. Mm. Ben oui, tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas de définition du vivre ensemble. Non. Il y a pas de, c'est pas une voie non plus. Moi, je parle de ce que je vis ici, de mon expérience, mais un autre groupe pourrait avoir sorti d'autres choses plus prioritaires ou de façon différente. Ou c'est ça qui est intéressant quand on est dans l'aspect un peu plus réflexif, Plus global, oui. réflexion globale, ouais. De la... Puis t'as ressorti notre discours qu'on prône beaucoup, c'est que nous on parle beaucoup de santé mentale positive, on parle pas de tu sais, de maladie mentale. Donc j'ai aimé ça Oui. aussi, votre regard à ce niveau-là, de pas parler que de maladie puis de diagnostic, mais vraiment de mettre l'emphase sur l'individu, sur la positive. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit pas forcément partout. Donc ça va permettre aussi de montrer qu'on peut faire les choses différemment puis que ça marche peut-être même mieux des fois. Donc c'est ça. Ça j'ai aimé aussi cet aspect-là que tu as apporté, que tu as bien souligné. J'ai hésité. Ah oui, pourquoi? Quand on parle du niveau du système de santé, mais c'est ça quand même. Tu sais, le système de santé, la personne elle passe dedans, puis tu rentres dans des petites cases. Mm-hmm. On veut te guérir pour ce que t'as, mais on y va pas. La personne n'est pas dans sa globalité nécessairement. Oui, Non. on veut régler un problème. Réaction de, tu sais, puis est-ce que c'est négatif ou pas, je porterai pas de jugement, mais nous, notre approche, elle est différente, c'est sûr. Ces gens-là ont été dans des petites cases. Ils ont eu les diagnostics. Ils ont vu les médecins, les spécialistes. Donc, on est ailleurs avec dans les groupes alternatifs. Et c'était intéressant de se pencher sur la question aussi. On le vit au quotidien, mais on se pose pas nécessairement la question à tous les jours non plus. C'est quoi le vivre ensemble? Est-ce qu'on le fait bien? Comment on peut améliorer les choses? La nécessité aussi que c'est nécessaire, qu'on est une micro-société dans une grande société. Puis ce qu'on veut, nous, c'est responsabiliser nos gens, c'est qu'ils soient misés vers l'autonomie aussi, tout ça. Donc, ce qu'on reflète dans nos groupes, ben, ça doit ressembler à ce qui se passe réellement aussi là en société. Donc j'ai trouvé l'exercice en fait très très intéressant là, de prendre le temps de réfléchir à ces enjeux-là Mm-hmm. qui sont très importants et de pouvoir m'arrêter là un petit peu pour réfléchir à la question, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais en plus tu l'as fait en équipe, donc c'est ça, je trouve ça rajoute encore plus de force de pouvoir discuter, parce que c'est ça, des fois on travaille dans des milieux de travail, on fait notre job parce que on sait qu'il faut le faire, mais on prend pas le temps, comme tu dis, de s'arrêter, de se demander ah oui, pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on pourrait pas faire différemment. Donc c'est ça peut amener aussi des réflexions, puis bah c'est sujet à l'amélioration aussi là, puis ce que vous apprenez, comme tu dis, dans votre milieu, c'est des choses qui vont pouvoir être utiles aussi bien aux membres, mais aussi à vous, de pouvoir l'appliquer dans la société au sens large, là. Oui, je trouve ça très intéressant. Puis j'aime bien qu'on se remette en question, puis qu'on se pose des questions et qu'on réfléchisse ensemble. Donc moi, c'est le processus que j'ai fait en fait. Là, j'ai soumis un peu les questionnements qu'on avait à mon équipe de travail au complet. Puis on a pris 1 heure et demie pour discuter de ça. Est-ce qu'il y aura une suite à l'interne peut-être, Peut-être. peut-être également là, mais ça a été vraiment le fun de pouvoir s'arrêter et de réfléchir à ça. Donc, t'inviterais d'autres personnes à le faire, d'autres milieux de travail à se Tout à poser des fait. questions de même. Que ce soit cette question-là ou d'autres réflexions, mais plus larges. Tu sais, souvent, on va rapidement, ben ça marche comme ça, on a les règles à l'interne, et là, on a des objectifs, il faut rentrer là-dedans. Mais de prendre le temps au niveau comme clinique, là, si on veut, là, de s'arrêter puis de faire comme, bon, ben allons-y dans l'un peu plus flou, dans l'un peu plus abstrait. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le groupe d'entraide? C'est quoi l'alternative en santé mentale? Comment on se positionne là-dedans? Est-ce qu'on le fait bien? Notre code de vie,
est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'on en demande trop à nos membres? Est-ce qu'on est capable, pertinent? intervenant, de s'adapter à notre environnement? C'est pas parce que c'était comme ça il y a 10 ans que ça doit l'être encore comme ça aujourd'hui. Donc, de réfléchir, de faire une mise à jour ensemble. Mais ça, après ça, on a l'impression qu'on s'en va tous dans la même direction. On sait où est-ce qu'on s'en va. Puis, c'est clair. C'est vraiment intéressant comme exercice de groupe aussi. Tu sais, de voir avec l'équipe. Moi, toute mon équipe était là, même l'agente administrative, moi, la direction, on était toutes là pour réfléchir au vivre ensemble. Puis plus on avait d'expérience avec des membres, mais dans nos vies en général aussi, ben ça a bonifié, si on veut, la réflexion. Là. Ouais, oui. Donc oui, c'est très intéressant. Bon, ben je suis contente que ça ait été bon pour vous. Finalement, c'est gagnant-gagnant. C'est intéressant pour moi aussi. Puis je suis contente que ça ait amené c'est ça, de belles réflexions dans ton milieu. Puis ce serait intéressant de le faire, je pense, aussi avec des membres, là, des gens qui vivent dans la communauté, d'avoir aussi leur témoignage, tu sais, de eux, qu'est-ce qu'ils pensent du vivre ensemble. Ben encore un grand merci à toi. Puis je te souhaite bonne continuation avec ton équipe. Merci. Merci. Bye bye. En s'appuyant sur des approches alternatives comme celle du trait d'union, soit en créant des lieux de communauté où chaque personne se sent impliquée et valorisée quel que soit leur parcours de vie, on se rend compte que la coopération est essentielle au développement du plein potentiel de chacun et favorise par le fait même un vivre ensemble plus harmonieux. Comme l'a mentionné Mélissa, c'est d'abord une personne avec des forces et non son problème qui passe notre porte. J'aimerais dire que le vivre ensemble s'apparente un petit peu à la même chose. Lorsque l'on rencontre quelqu'un, c'est d'abord une personne et non ses différences que l'on découvre. Parce que nous ne sommes pas juste beaux ou moches, noirs ou blancs, compétents ou nuls, nous sommes tous parfois fragiles, imparfaits, nous avons tous des doutes et des peurs, parfois les mêmes craintes et des besoins communs auxquels nous devons tous répondre. Il est donc plus que jamais important de nous concentrer sur ce qui nous unit, de mettre en commun ce que nous avons de meilleur et de s'enrichir de nos mutuelles différences. Parce qu'après tout, les forces de chacune et chacun peuvent être complémentaires dans la résolution d'une situation. Alors je vous suggère vivement d'aller faire un tour au Trait d'Union, vous y serez accueillis chaleureusement, et si vous n'êtes pas de la région, il existe d'autres organismes de ce type un petit peu partout en Chaudière-Appalaches. La Barre du Jour à Bellechasse, le Murmure en Beauce, pour ne citer que cela. Alors soyez ouverts, soyez vrais, et la prochaine fois que vous êtes en opposition avec une personne parce que vos idées se percutent, dites-vous que c'est normal de ressentir des malaises devant ce que l'on ne connaît pas, mais plutôt que de vous chicaner pour savoir qui aura le dernier mot, allez plutôt prendre un café avec, pour réfléchir sur la raison de vos désaccords, saisir la réalité de l'autre et faire de votre différence une alliée. Qui sait, ça deviendra peut-être votre ami. Vous venez d'écouter C'est dans ta tête, un podcast de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de votre attention et remerciez-vous pour avoir pris le temps aujourd'hui de prendre soin de votre santé mentale. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si vous souhaitez approfondir le sujet, sachez que je donnerai une conférence sur la communication et la résolution de conflits très prochainement. Les détails seront bientôt disponibles sur notre site internet santémentalca.com. Vous y trouverez également un tas d'outils qui vous aideront à évaluer et à prendre soin de votre santé mentale au quotidien. Je vous recommande également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, afin d'être avertis de notre actualité et futures activités. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à en parler à votre entourage et à le partager. Votre soutien est important pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de bons conseils, et surtout, abonnez-vous pour pouvoir suivre tous les épisodes gratuitement. Et si vous avez des questions ou une histoire en lien avec la santé mentale que vous souhaiteriez partager, écrivez-nous à balado, avec un S, à commercial-santémentalca.com. Il me fera plaisir d'en parler lors d'un prochain épisode. Et finalement, je remercie chaleureusement Mélissa et Sébastien pour nous avoir offert de leur temps et leur expertise. Et vous êtes-vous déjà questionné sur le comportement d'une personne? Votre première impression s'est-elle transformée quand vous avez cherché à la découvrir? Pensez-y et racontez-moi en commentaire quelles ont été vos astuces pour y parvenir. En attendant, prenez soin de votre tête tout en prenant soin des autres et à la prochaine!